Hello à tous et bienvenue dans Silence ça souhaite, le premier podcast à écouter pendant ta séance de sport. Nous, c'est Eva et Thomas, on est frères et sœurs et les fondateurs de Bibi, ta nouvelle marque de sport préférée. Tu veux booster tes résultats, rééquilibrer ton alimentation ou tu souhaites tout simplement que ta séance passe plus vite? Sur ce podcast, nous recevrons des coachs, des passionnés de sport ou même des sportifs du dimanche qui te partageront leurs meilleurs conseils ainsi que leur parcours. Silence! Chut, ça souhaite. Dans ce deuxième épisode, Nicolas, médecin et accro au sport, vous offre une consultation basée sur les questions qu'on voudrait tous poser à un médecin. Après l'épisode passionnant de la semaine dernière sur la bigorexie ou être accro au sport, on espère que cette consultation répondra à certaines de vos interrogations. Bonne consultation et bonne écoute. Salut Nico! Salut Thomas, comment ça va? Ça va super bien, écoute, depuis la semaine dernière. Re-bienvenue du coup dans ce nouvel épisode de Silence ça souhaite. Pour tous nos auditeurs, nous sommes avec Nico. Nico qui a une double casquette aujourd'hui puisqu'il est à la fois membre du corps médical, il est médecin et en plus de ça, il est addict au sport. La semaine dernière, on a eu un super épisode sur la question où Nico a balayé en long, large et en travers le sujet de l'addiction au sport. Et cette semaine, on le reçoit de nouveau pour un nouvel épisode où cette fois-ci, on va répondre un peu à vos questions. Sur nos réseaux sociaux, on vous a permis de poser des questions à un médecin. En tout cas, quelles sont les questions les plus posées par les sportifs à un médecin? Est-ce que, avant de se lancer éperdument dans ces questions, Nico, tu peux juste nous rappeler un petit peu ton métier? Qu'est-ce que tu fais exactement? Donc, comme tu l'as bien dit Thomas, je suis médecin généraliste de formation et ça fait maintenant plus de 2 ans et demi que je travaille en EHPAD en tant que médecin généraliste et maintenant on va dire avec une tournure de gériatre auprès de nos résidents de plus de 65 ans en EHPAD, donc qui font eux-mêmes du sport, certes adapté, mais qui font du sport. Et que, comme tu l'as bien dit, étant addict au sport, je pousse nos résidents à l'activité physique encadrée, évidemment. Et tu fais bien. Tu nous as parlé aussi la semaine dernière de ton lien entre ton métier et le sport via ta thèse. Dans le cadre de mes études, lorsqu'on est interne en médecine, il faut faire une thèse médicale. Et j'ai choisi, moi, un sujet qui me passionne, l'addiction au sport, qui me passionne plus que ça, puisque ça m'anime, étant moi-même addict au sport. Et en quelques mots, ma thèse consistait à donner un questionnaire à des sportifs en salle de sport et leur poser plusieurs questions, à la savoir en leur donnant cette fameuse grille d'évaluation pour savoir si eux-mêmes étaient potentiellement dépendants au sport. Ça, c'était ma première thématique de ma thèse. Et ma deuxième thématique, ça répond un peu avec le sujet de l'épisode de jour, c'était de savoir si leur médecin traitant les avait déjà sensibilisés à l'addiction au sport. Trop génial. Donc, on vous invite à vous imaginer dans la salle d'attente de chez votre médecin avec votre tête pleine de questions sur vos pratiques sportives. Et du coup, on est parti. La première question qu'on souhaitait te poser, Nico, c'est: si je suis fatigué, est-ce que je dois annuler ma séance de sport? Bonne première question. La fatigue, en fait, elle est vraiment subjective d'une personne à l'autre. Voilà, l'addict au sport vous dira, je suis sûr qu'il y en a plein parmi nos auditeurs, vous dira que même s'il est fatigué, il ne s'arrêtera, il n'abandonnera jamais. Là, ça montre également du coup un peu un critère de dépendance. Le médecin que je dois être et que je vais essayer d'être objectif dans cet épisode va vous dire qu'il faut être à l'écoute de sa fatigue. Et ça ne veut pas dire ne pas faire la séance de sport, mais ça veut surtout dire l'adapter. Voilà. La fatigue, elle peut être physique, elle peut être mentale. Je pense qu'on a tous, on s'est tous dit en début de séance, j'ai aucune envie de faire la séance, j'y arriverai pas. Et finalement, dans les premières minutes, on se rend compte que on prend goût une fois qu'on est dedans, une fois qu'on a commencé à suer, c'est bon, on est dedans et on envoie du lourd. Donc vraiment, faites-vous confiance, commencez à faire votre échauffement, ne commencez pas avec une grosse intensité. Et puis vous voyez, si au bout des premières minutes c'est compliqué, vous adaptez la séance. Mais j'aurais tendance à vous dire de ne pas l'annuler, parce que si on l'annule, je pense que derrière, il y a l'effet boomerang aussi d'être dans la culpabilité. Donc voilà. Après, si vraiment vous êtes très très fatigué ou il y a une douleur, effectivement, déplacez la séance au lendemain. Question numéro 2. Est-ce que les boissons énergisantes sont dangereuses? Alors, boisson énergisante, pour moi, ça fait écho à différentes boissons. Tu fais référence à quel type de boisson? On va dire plutôt les types Powerade. D'accord, donc ça, ce sont effectivement des boissons dites d'effort, on va dire, donc du coup, qui contiennent généralement de l'eau,
des glucides, donc les glucides c'est du sucre, hein. Également des sels minéraux, des électrolytes. Donc quand on parle de sels minéraux, électrolytes et tout ce qui est ce qu'on appelle des ions, le sodium, le chlorure, le potassium, le magnésium, qui finalement sont importants au fonctionnement du corps humain. Est-ce que ces boissons-là, elles sont importantes et non négligeables? Tout dépend de votre pratique sportive. Si on est sur un effort qui est relativement court, je pense qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir recours à ces boissons-là. Si on est sur des pratiques longues et intenses, ça va avoir un intérêt. Par contre, je mets vraiment un point de vigilance, c'est qu'il faut toujours coupler ça à de l'eau. Si on prend une boisson énergisante dans l'excès, je pense que ça peut être plus délétère qu'on ne le pense. Et autre conseil, ne pas tester le jour d'une compétition une boisson qu'on ne connaît pas. Donc au début, voilà, commencez pendant votre entraînement, vous couplez ça avec de l'eau, vous prenez une gorgée de boisson énergisante, une gorgée d'eau, et vous faites votre expérience. Si je te posais un peu la question sur les boissons énergisantes, c'est que on peut parfois faire l'amalgame avec des boissons type Red Bull. Burn, type Red Bull, qui ont finalement sont ultra populaires parce ils démarchent les sportifs d'être dans les sponsoring. Il faut savoir que je vais prendre l'exemple de Red Bull. Donc, s'il y a des personnes qui travaillent chez Red Bull, vous m'en excusez, je vais pas faire une bonne pub. Mais dans ces boissons-là, il n'y a pas que, comme on a dit, de l'eau, des glucides. Il y a également de la caféine. Il y a également de la taurine, qui est certes un acide aminé, mais qui est un excitant. Et du coup, là encore une fois, on peut penser que c'est bénéfique. Ça peut l'être à très faible dose et à des moments très précis. Ne prenez pas du burn ou de Red Bull en pleine compétition. Prenez quelques gorgées après une compétition, mais pas pendant. En tout cas, c'est mon avis. Et si vous le prenez, couplez toujours ça avec de l'eau. Parce que ce sont vos reins en fait qui permettent de filtrer. Et s'il n'y a pas d'eau, ce n'est pas bon. Question numéro 3. Docteur, est-ce que je peux faire du sport tous les jours? Alors, est-ce qu'on fait une activité physique tous les jours? Oui, tu peux. Après, tout dépend quel type de sport tu fais tous les jours, dans quel objectif et à quelle intensité. Aujourd'hui, il est recommandé de marcher 30 minutes par jour. C'est de l'activité sportive. Pour beaucoup d'entre nous, c'est même pas de l'activité sportive, c'est juste normal ou c'est juste facile, mais ça correspond à du sport. Donc, encore une fois, la réponse, elle est facile en disant oui, mais elle peut être aussi dite non si c'est une pratique intensive. Si on est sur des objectifs d'entraînement et de performance, faire du sport tous les jours, c'est pas forcément une bonne chose parce que, comme vous l'avez forcément entendu, parce que vous êtes probablement tous des auditeurs réguliers et fidèles, la semaine dernière, on a mis l'accent sur le repos. Le repos fait partie intégrante du cycle d'entraînement. Vous entraînez, c'est bien. Vous reposez, c'est voire plus important que l'entraînement pour assimiler tout notre entraînement. Du coup, le repos, c'est important. Et si vous n'arrivez pas à vous reposer, comme je vous l'ai conseillé la semaine dernière, variez les activités. Question numéro 4. Je fume, mais je fais du sport. Est-ce que ça compense? Je vais essayer d'être le plus souple et le moins manichéen possible. Évidemment, en étant médecin et addict au sport, j'ai un avis assez négatif sur le tabac, mais je pense qu'il ne faut pas être trop dur. Si on fume, il faut clairement avoir conscience que ça a des effets très négatifs sur la santé. Au-delà de boucher nos artères, de nous couper un peu notre souffle, ça a des effets sur nos cellules, sur nos peaux, sur nos dents. Donc, essayez au maximum de limiter votre consommation de tabac. Maintenant, le rapport avec le sport, est-ce que faire du sport, ça compense? Non, malheureusement, ça ne compense pas, ou voire heureusement, ça ne compense pas, parce que ça va même plutôt vous limiter. Maintenant, il faut mieux qu'un fumeur fasse du sport que ne pas faire de sport, clairement. Mais vous allez voir dans vos performances que ça va vous limiter. Donc, j'aurais tendance à vous conseiller de vous faire accompagner, d'aller voir votre médecin pour voir quelles peuvent être les solutions mises en place pour essayer de diminuer la cigarette. Et vous verrez, vous, sportif, que rapidement, vous allez être plus performant, plus confortable. Donc, ça va être aussi quelque chose qui va vous motiver à arrêter. Mais en tout cas, non, ça ne compense pas. Question numéro 5, qui est une question qui est hyper intéressante et qui est revenue plusieurs fois. Je suis atteint d'une maladie chronique de type asthme, allergie ou diabète. Puis-je faire du sport? Alors, oui, évidemment, on peut faire du sport lorsqu'on est malade. Ce serait trop injuste que être atteint d'une maladie nous empêche de faire du sport.
Maintenant, encore une fois, je pense qu'il est important d'avoir une pratique encadrée, c'est-à-dire que chaque maladie a ses contraintes, chaque maladie a finalement ses limites, c'est-à-dire qu'il faut connaître sa maladie, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut moins faire, et surtout dans quelles conditions. Une maladie, il y a des phases aiguës, c'est-à-dire des moments où notre maladie est déséquilibrée. Quand on pense à un asthme en phase de poussée, à ce moment-là, c'est quasi impossible physiquement de faire du sport. Donc à ce moment-là, on adapterait notre pratique sportive. Maintenant, si vous avez une maladie tout à fait équilibrée en termes de traitement, en termes de symptômes, bien au contraire, libre à vous de faire du sport. Et même au contraire, faire du sport va probablement diminuer certains symptômes de votre maladie, va vous aider à aller mieux physiquement et psychologiquement, et ça aura clairement un impact sur votre maladie. Question numéro 6. Pourquoi j'ai l'impression de stagner alors que je m'entraîne tous les jours? Et ben, c'est une question que je me suis beaucoup posée moi aussi. Et en fait, je ne sais pas si j'ai la réponse aujourd'hui, mais on va dire que si notre corps, si on fait tous les jours le même effort, en fait, notre corps, il est très bien fait. Notre corps, il s'habitue. Tout ce qu'on fait quotidiennement de façon mécanique, le corps s'habitue, alors que quand on fait du sport et quand on a un objectif de performance, le but, c'est de dépasser nos limites. C'est de mettre notre corps dans un état d'inconfort pour que notre corps s'habitue, trouve des mécanismes pour pouvoir se renforcer et se développer. Donc du coup, si on fait du sport tous les jours qui pourrait correspondre à une pratique ultra intensive, ultra habituelle, ultra régulière, on pourrait penser qu'on va continuer à progresser. Non, notre corps il s'est dit ok, je soulève tel poids, je cours telle distance, je fais tel effort. Il va rester dans sa zone de confort, les cellules vont s'habituer, le corps va s'habituer, et donc c'est pour ça qu'on va pas progresser. C'est pour ça que dans des plans d'entraînement, quel que soit le sport, il y a toujours des entraînements de types différents. Parfois des entraînements de force, des entraînements d'endurance, où l'intensité est plus ou moins forte. Donc c'est pour ça, il faut que chaque cycle diffère des jours en fonction des jours. C'est des journées où on va travailler la puissance, l'intensité et surtout le repos. Une question aussi hyper intéressante sur une pratique qui est bon, de plus en plus démocratisée, mais qui reste encore assez peu suivie, c'est les étirements. Est-ce qu'il vaut mieux s'étirer avant ou après une séance? Les étirements avant un effort, s'ils sont faits, ils doivent être très 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 doux. S'ils sont pas faits, c'est pas important, c'est pas grave. Par contre, s'ils sont faits, c'est vraiment d'être doux. Où le but, c'est vraiment ne pas chercher à étirer, mais plutôt à démêler, on va dire, les fibres musculaires. Donc, n'allez pas chercher votre max en étirement. N'allez pas faire des gestes brusques. Allez-y doucement. Faites plusieurs répétitions tout doucement pour en fait échauffer les fibres musculaires, parce que sinon, une fibre, c'est comme un élastique. Si on y va directement à froid, ça casse. Donc voilà. Et après l'étirement, après l'effort, euh, j'ai pas mal lu des revues scientifiques. Après, les avis peuvent diverger, mais c'est intéressant, mais peut-être un petit peu à distance de l'effort. Vous venez de faire une course à pied, un effort sportif quelconque, ne vous étirez pas dans la seconde qui suit. Prenez votre douche, hydratez-vous, et puis après, vous pouvez faire des assouplissements, où là, vous allez commencer au début à une certaine distance, puis après, avec votre respiration, vous allez chercher de plus en plus loin, et vous allez voir votre corps va se détendre. Parce qu'un muscle, lors de l'effort, il se passe quoi? C'est des fibres musculaires qui se cassent. Donc il faut qu'elles se reconstruisent, et vous avez aussi des tensions musculaires, des courbatures, des nœuds musculaires. Les étirements, effectivement, à distance. Quand je dis à distance, c'est une demi-heure après, une heure après. Ça va permettre de retrouver une certaine élasticité du muscle. Donc ça peut être intéressant. Mais encore une fois, une notion clé, un étirement ne doit pas faire mal. Si vous avez mal lorsque vous faites un étirement, si vous êtes allé trop loin, voilà, il faut que ce soit du plaisir. Un nouveau sujet qui est en plein dans l'air du temps, en tout cas au moment où on enregistre cet épisode. Comment je peux envisager ma reprise sportive après avoir contracté le Covid? Le Covid, c'est une maladie finalement virale, donc qui nous fatigue, forcément qui a un impact sur notre corps. Donc la reprise, si reprise il y a, elle doit être adaptée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas recommencer à une intensité élevée. Il faut commencer par faire peut-être des sports où le cardio est moins mis à contribution. Je ne pense pas qu'il faut se limiter. Je pense juste qu'il faut adapter et peut-être diminuer les intensités au départ. Et surtout, écouter vos sensations. On sait bien de plus en plus qu'il y a des Covid longs, c'est-à-dire une fatigue résiduelle qui persiste au fil du temps, même si on n'a plus d'autres symptômes. Donc là encore, ça ne veut pas dire que vous ne devez plus faire de sport, ça veut dire qu'il faut l'adapter.
Et si vous avez le moindre doute sur des inquiétudes autres, allez voir votre médecin. Il va écouter vos poumons, il va peut-être vous dire finalement s'il y a quelques séquelles. Bon, la plupart de mes patients en EHPAD ou même autour de moi récupèrent très bien. Donc ne vous inquiétez pas, reprenez l'activité et surtout faites-vous plaisir dans le sport. Question numéro 9. Sur une semaine, sur 7 jours, quel ratio tu conseilles training et repos? Tout dépend de ton objectif. Quelqu'un qui va s'entraîner pour courir un 100 km, un marathon, il va avoir besoin de ce qu'on appelle le volume d'entraînement assez important. Quelqu'un qui veut faire du crossfit avec des compétitions, il va avoir besoin d'avoir un volume aussi très important. Je pense que ce qui est important, c'est la régularité. Donc sur une semaine qui fait 7 jours, je pense que c'est important d'équilibrer. Vu qu'on a mis en avant l'importance du repos, si vous deviez découper vos semaines en cycles, dites-vous bien que le repos, il doit peut-être être, allez, peut-être un tiers, un quart de l'entraînement. Si vous entraînez 7 jours, si vous faites sur 7 jours, si vous faites 4 entraînements, bah faites 2 jours d'entraînement, un jour de repos, 2 jours d'entraînement, un jour de repos. Si vous faites 3 entraînements de suite, pareil, découpez votre semaine. Et là, si on parle à des addicts ou des gens qui font du sport à très haut niveau, qui vont jusqu'à doubler des séances dans la même journée, bah, vous faites deux séances par jour pendant 2-3 jours d'affilée, et puis il y a une journée où vous faites un entraînement. Et au-delà des jours de repos, ce qui est aussi important de varier, c'est les intensités, comme on l'a dit. C'est qu'il y a des journées où l'objectif, ça va être l'intensité, et d'autres journées où ça va être l'endurance. Et donc, du coup, si on fait des journées où on fait beaucoup de force, le lendemain, peut-être faites de l'endurance lente, donc c'est pas beaucoup intense, mais c'est tout aussi important. Question numéro 10. Je suis en surpoids. Est-ce que le cardio est dangereux pour mes genoux? Alors, si on est en surpoids, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'un surpoids? Bon, je pense que beaucoup d'entre nous savent que l'IMC, donc du coup, c'est un calcul qu'on fait en divisant le poids par la taille et puis on redivise par notre taille. Ça donne un chiffre. Du coup, les valeurs normales, c'est entre 17 et 25. Que quand on est au-dessus de 25, entre 25 et 30, on parle de surpoids, et quand on est au-dessus de 30, on parle d'obésité. Euh, qu'on soit obèse ou pas obèse, je pense qu'il faut avoir une vigilance sur notre pratique. Forcément, être obèse ou être en surpoids fait que l'impact au sol pour nos chevilles, pour nos genoux, est plus lourd, et donc forcément, ça peut avoir plus de traumatisme. La première chose, quel que soit notre poids, c'est d'être bien chaussé, d'avoir un bon matériel. Qu'on fasse du crossfit, où il n'y a peut-être pas d'impact, mais juste les chaussures par rapport à la semelle est importante. Qu'on court ou qu'on fasse du vélo, tout le matériel est pas à négliger. Maintenant, si on est en surpoids, je pense que faire du sport, encore une fois, c'est sur adapter sa pratique. Je ne pense pas que ce soit limitant d'être en surpoids et de faire du sport. Au contraire, peut-être même plus on est en surpoids, plus il faut finalement avoir une pratique, non pas dans l'intensité importante, mais plus dans l'endurance. Donc peut-être chercher des intensités moins importantes. Voilà. Après, est-ce que ça peut être traumatisant au niveau des genoux? Oui, clairement. C'est un effet mécanique. Plus on est lourd, toi et moi, on fait 1,85 m, on doit être 80 kg, tout dépend si c'est avant ou après Noël. Et, ouais, forcément, voilà, il faut faire adapter. Et puis, si vous avez la moindre question, allez voir votre médecin. Mais effectivement, les genoux, ça reste la partie du bas du corps où le poids prend un impact dessus. J'ai eu une 11e question, je vais un petit peu tricher parce qu'à la base on en avait 10, mais j'en ai eu une de dernière minute que j'ai trouvée très intéressante et que j'avais très envie de te poser. C'est quel est ton avis sur l'électrostimulation? L'électrostimulation, effectivement, on le voit de plus en plus de nos jours dans des salles de sport. Même avant, on le voyait ça seulement chez le kiné. Avant, on voyait notre électrostimulation pour la récupération chez le kiné pour se renforcer. Maintenant, on le voit carrément, effectivement, dans des salles de sport où tu mets des gilets, tu fais du sport et ils te vendent. Faites du sport avec le gilet et ce sera 2 fois, 3 fois, 4 fois plus efficace. Alors, je pense qu'il est important de se poser la question, qu'est-ce que l'électrostimulation?
c'est effectivement, alors je suis pas un grand adepte et je suis pas un grand connaisseur, donc je vais peut-être répéter ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu. Donc moi-même, j'ai peu pratiqué, mais c'est du coup le fait de mettre en tension ou de mettre dans un état de stress, en fait, notre corps, en plus de faire du sport, avec une petite, pas décharge, mais une petite, voilà, un petit courant qui fait que nos muscles, en plus de travailler normalement en faisant du sport, il va être stimulé par ce courant-là. Et du coup, on revient encore à le fait que c'est un facteur de stress supplémentaire soumis à notre corps pour qu'il se renforce. Donc je pense que ça peut être intéressant. Il ne faut pas que ça remplace une pratique sportive normale. Et il ne faut pas faire croire à tout le monde que c'est grâce à ça qu'on va perdre 20 kilos, comme vous pouvez voir sur les télés, sur les émissions, où on se met dans notre canapé, on met ça autour de notre taille. Eh ben Nico, cette séance touche à sa fin. Comme je vous l'ai dit en introduction, je vous invite à aller écouter, si vous ne l'avez pas déjà fait, l'épisode de la semaine dernière, qui était vraiment une mine d'or d'informations sur l'addiction au sport et notamment le petit test de dépistage qu'on vous invite à faire pour savoir un petit peu où est-ce que vous vous situez par rapport à ça. Ce deuxième épisode, cette consultation chez le médecin est remboursée évidemment par Silence Ça Souhaite cette semaine à 100%. Nico, merci infiniment d'être venu nous voir et d'avoir partagé tout ton savoir. Clairement, ça m'a fait plaisir. Et n'oubliez pas aussi que ce que j'ai pu vous dire ici, ça reste mon avis de médecin, mais c'est pas la vérité. Donc, si d'autres médecins ont des avis différents, bah, c'est tout aussi bien. Et puis, n'oubliez pas de faire du sport en souriant, ça aide à respirer. Merci à toi Nico et à la prochaine. Salut tout le monde. Et voilà, l'épisode est terminé. On espère que t'es en train de dégouliner. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Silence Ça Souhaite et d'ici là, on te donne rendez-vous sur notre Instagram mybibi.co.